micro. Voilà, donc bonjour chers amis internautes qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette très très belle chaîne du savoir. On va commencer le live tout à l'heure. Voilà, je vous invite à partager et puis on va pouvoir échanger. Voilà, à tout à l'heure. Suivez bien, merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des concepts de fidélisation. Voilà pour le thème. On va parler des concepts de fidélisation, notamment. La dernière fois, on avait parlé de fidélisation, les enjeux. Aujourd'hui, on va parler des concepts, notamment. On va échanger donc sur quelques minutes là-dessus. Voilà, bien. Vous me donnerez juste un peu de temps pour que les gens puissent se connecter et puis que moi-même je puisse partager. Voilà. Nous sommes des vieux, hein, donc voilà. Mais on ne laisse pas au Djabi et autres Raïbon Basek là. Mais Binyal Maïdara Basikanam. Sur Internet et bonjour Ababakar Sadir, toujours un plaisir. Ben Fayem, bonsoir aussi, voilà. Le grand Matar Amassi, ces jeunes qui font la fierté aujourd'hui en tout cas du monde enseignant et des experts, parce que vraiment
ils relèvent le défi comme Khalifa Diaby, comme Zofoot, Khalifa Dramé, comme l'excellent Laye Bambassek. Voilà, vous faites un job énorme. Voilà, hein. Donnez-moi juste un peu de temps pour partager, s'il vous plaît, et puis on va démarrer rapidement. Voilà, c'est ça. Comme c'est du live, on va essayer de faire bénéficier le maximum en live. Voilà, j'attends vos retours notamment. J'attends vos retours notamment. Voilà, j'attends vos retours, comme je l'ai dit, en termes de questions, en termes de contributions. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Ah, voilà, donc partir dans un groupe. Voilà. Ok. Ok. Voilà, donnez-moi juste un peu de temps pour partager, s'il vous plaît, et puis on va revenir. Voilà, c'est ça. Et puis on va écouter ce bon son que j'adore de Titi. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi savent que... Voilà, Laye Bambassek, voilà. Ah, Paul Bougnoul Sow, bonjour. J'espère que tu es retourné à ton lieu de travail, là. Voilà, qui est vraiment une sorte de, comment on appelle ça encore? En tout cas, ça va être un havre de paix. Je veux bien venir te rendre visite, mais il semble que les scorpions et autres, j'en ai très peur, voilà. Vous me laissez juste le temps de prendre un petit café et puis on va démarrer rapidement. Je m'excuse pour le retard, merci.
Ah, voilà, on fait un petit nombre. Voilà. Alors, la fidélité et les concepts, c'est très intéressant parce que ça permettra non seulement aux mercaticiens de mieux fidéliser leurs clients, mais ça permettra aussi aux mariés euh, de pouvoir mieux fidéliser leurs produits qui sont qui leur sont les plus chers. Voilà, c'est ça, voilà, bien. Donc n'hésitez pas à partager. Je vais prendre ça quand même. Voilà, bien. Donc bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit, de vous retrouver à travers cette chaîne, qui est vraiment une chaîne assez particulière dans l'univers, en tout cas, de la diffusion numérique au Sénégal, en termes de production de savoir, en termes de richesse, en termes aussi de réseau relationnel. Je crois que beaucoup de gens ont eu l'occasion de faire des rencontres, de faire des connaissances intéressantes à travers ce réseau d'amitié, ce réseau de savoir, ce réseau d'intellectuels, en tout cas, qui va vraiment avancer. Donc c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas, d'être là parmi vous. Voilà. Nous sommes très fiers et en tout cas, rassurés par rapport à la relève qui est assurée par nos jeunes, qui font un excellent job. Et je suis fier de voir que ces jeunes-là sont en train de produire des savoirs absolument intéressants, qui ne sont pas restés dans les savoirs livresques, qu'ils sont allés en entreprise, qui sont allés eux-mêmes, en tout cas, mettre en œuvre leur savoir, qu'ils n'arrêtent pas de faire des recherches pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est très bien. Et je dis que l'un des avantages de Marketing TV Monde, c'est que c'est important pour les enseignants. Ça permet en tout cas aux enseignants de voir d'autres enseignants à l'œuvre, de voir aussi l'importance du partage, de l'ouverture, l'importance de partir des compétences des apprenants. C'est très important. Les apprenants ont des compétences. On ne peut pas enseigner ex nihilo. Il faut partir des compétences de l'apprenant parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des compétences de vie qui peuvent être valorisées justement et utilisées notamment dans le cadre de la formation. Et à mon avis, l'impact est plus percutant et le résultat, il est parfaitement meilleur. Excusez-moi rapidement, voilà, bien. Alors, donc l'autre aspect sur lequel vraiment je suis très intéressé, c'est que les étudiants comprennent aussi que le savoir n'est pas dogmatique, c'est pas des théories bâties sur lesquelles on peut rien changer, c'est pas des doctrines en fait. Donc c'est des savoirs, et qu'en réalité celui qui a envie d'aller chercher le savoir, celui qui a envie de se mettre à jour, il pourra aller très loin. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie du genre si tu n'as pas tel âge ou si tu n'as pas tel diplôme, tu n'avances pas. Non. Le succès, le progrès, la réussite est à la portée de ceux qui veulent vraiment y aller. Et je crois que Marketing TV Monde fait un job énorme de ce côté-là. L'autre aspect sur lequel je voudrais aussi dire ma satisfaction, c'est la portée par... Vraiment, j'ai été très fier de voir les gens de la diaspora, de voir nos parents africains, parce que nous ne sommes pas différents. Hein, vraiment, je crois que Cheikh Anta Diop, en écrivant le livre Unité culturelle d'Afrique noire, avait bien prouvé que dans la réalité, on n'a pas beaucoup de différences entre Africains. Nous avons les mêmes valeurs culturelles. Ce sont les langues qui diffèrent. En plus, maintenant, du substrat qui a été emmené par le partage du gâteau africain par les Européens, qui sont venus nous dire que nous sommes des colonies françaises ou anglaises. Mais dans la réalité, pour tous ceux qui voyagent parmi nous, qui vont dans les autres pays africains, que ce soit la Gambie, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud, vous vous rendez compte que nous avons exactement, non seulement les mêmes croyances, mais les mêmes valeurs culturelles. Voilà. Donc je voudrais vous encourager à plus partager les vidéos, à plus amener de gens qui viennent, à plus aussi s'impliquer dans les débats pour que notamment ceux qui font l'enseignement puissent mieux comprendre les implications, pour qu'ils puissent mieux répondre et que chacun aussi s'y retrouve pour qu'il puisse avoir les bonnes réponses. Parce que aussi l'idée, c'est d'aider les gens concrètement. Si vous faites du business, si vous êtes dans une activité, si vous êtes dans une entreprise et qu'un live vous intéresse, mais posez une question à l'animateur. D'autres réponses. Voilà, bien. Donc,
La dernière fois, nous avons eu l'occasion de parler un peu des problématiques, notamment des problématiques qui sont liées à la fidélisation, notamment les enjeux, voilà, en montrant comment est-ce qu'on est parti d'un marketing extensif à un marketing intensif, d'une approche quasiment indifférenciée à une approche aujourd'hui qui nécessairement doit être différenciée. Je crois que nous avions vu un certain nombre d'aspects qui sont liés à ça, notamment tous les avantages qui sont liés à l'approche de fidélisation par rapport à uniquement l'approche d'acquisition, parce que l'un n'exclut pas l'autre, hein, je l'avais dit, quand on veut développer son portefeuille, enfin en tout cas son chiffre d'affaires et ses bénéfices, vous êtes obligé à la fois de faire de l'acquisition, donc la prospection, et de la conservation, c'est-à-dire la fidélisation. Voilà, bien. Et l'idée, c'était, je crois qu'on avait déjà parlé de la prospection, l'idée ici, c'est de montrer l'avantage, en fait, de faire aussi de la conservation. Et j'avais dit que on ne conserve pas tous les clients, on conserve les de certaines approches comme l'outil de Wilfredo Pareto qui montrait que quand on conserve une petite partie de la clientèle, ça peut rapporter énormément en termes de progression du chiffre d'affaires et notamment de la rentabilité de l'entreprise. Voilà, bien. Donc aujourd'hui, je voudrais plus qu'on parle un peu théorie, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais bon, on va quand même ici essayer, voilà, bien. Parler de fidélisation, c'est d'abord revenir sur un concept très très important qui est le concept d'orientation client. N'oubliez pas que l'évolution du marketing s'est faite à travers des concepts, hein, notamment le marketing s'est construit petit à petit, brique par brique, jusqu'à arriver dans les années 60-70, où on a vraiment mis en place, avec les Kotler, avec les Levitt, etc., enfin les Drucker, ce qu'on appelle l'école du marketing management. Mais avant ça, il y avait quand même des briques qui étaient mises en place. On a parlé d'Ernest Dichter qui a amené la psychologie, on a parlé de la communication qui était là depuis super longtemps, il y a eu les techniques sociologiques qui permettent de faire l'étude de marché, etc., etc. Vraiment, beaucoup de choses ont été faites, voilà. Mais c'est vrai que dans l'approche clientèle, souvent les entreprises se battaient pour trouver des solutions à la place des clients. Hein. Tous ceux qui ont appris marketing ont vu ce qu'on a appelé les optiques produits, optiques prix, enfin bon, toutes ces approches commerciales qui étaient focalisées d'abord sur le prix, ça n'a pas marché. Ensuite sur la qualité, ça marchait pas. Ensuite sur la vente, ça marchait pas. Et je crois que Peter Drucker a été celui qui a vraiment proposé d'avoir une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus sereine, notamment de l'intérêt de la relation avec le client, en posant le principe de l'orientation client quand il faisait son énorme énoncé. Quand l'entreprise, si l'entreprise en objectif, c'est un et un seul, c'est constituer une clientèle. Voilà, bien. Alors, maintenant, c'est vrai que l'idée de l'orientation client au départ, c'était de dire, OK, on va avoir une démarche en 3 étapes. Connaître, s'adapter, agir efficacement pour influencer, comme dit le Mercator. Voilà. Donc, c'est de dire, pour pouvoir notamment avoir les clients, 2 leviers étaient importants. Le premier levier, c'est ce qui est décisif pour le client, ce que le client pense qu'il est en train d'acheter. Comment peut-on savoir ce que le client pense qu'il est en train d'acheter? Ça, c'est un. Et deuxième levier important, c'est ce qu'il considère être de la valeur. Donc, 2 leviers importants. C'est vrai que maintenant, au début du marketing, on s'est dit, pour pouvoir satisfaire le client, donc pour pouvoir lui apporter la satisfaction, le garder, il fallait donc se focaliser sur 2 choses. Qu'est-ce que le client pense qu'il est en train d'acheter? Et deuxièmement, qu'est-ce que le client pense étant de la valeur? Excusez-moi, il y a des gens qui me font des messages, c'est un peu gênant, mais bon, je vais aussi en profiter pour enlever le son de mon téléphone. Voilà, excusez-moi, c'est le désagrément. Peut-être que les gens ne savent pas que je suis en live. Voilà, bien. Donc, je disais qu'il était important, le marketing, l'orientation marketing pose comme principe de succès la satisfaction du client. Et pour satisfaire les clients, il était important de savoir 2 choses. 1, c'est qu'est-ce que le client pense qu'il est en train d'acheter. 2, qu'est-ce qu'il considère être de la valeur. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, OK, la meilleure manière de le savoir, c'était de faire des études de marché. Je crois que Live Bombasek nous a régalé là-dessus, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et l'idée, c'est de dire, OK, battons-nous pour savoir ce que le client veut. Et pendant longtemps, on a privilégié ces études de marché, qui étaient des enquêtes, des études en profondeur, qui étaient des tests, enfin, tout ce qu'on fait comme batterie d'outils d'études de marché, qui ne sont pas obsolètes, hein, mais qui sont de très, très bons outils. Sauf que ces outils sont une cartographie de la clientèle à un moment donné. Et qu'un client qu'on interroge aujourd'hui, qui donne sincèrement son point de vue, d'ici 1 semaine, 2 semaines ou plus, peut changer son point de vue. Ce qui fait qu'on a vraiment un réel problème pour pouvoir s'adapter. C'est ce qui fait que quelquefois on fait une étude de marché en amont pour faire un business plan.
6 mois après, on lance le produit, le marché change. On ne comprend pas, mais pourquoi est-ce qu'on a fait une étude, on a fait une stratégie sur la base de ce qu'on sait, et après ça a changé. Ça, c'est des choses qui effectivement, c'est dû au fait que l'étude de marché fait une photographie du marché à un moment donné. Mais c'est vrai aussi que on peut aussi travailler sur les facteurs externes pour pouvoir prévoir éventuellement l'évolution. Mais c'est comme le disait le célèbre philosophe là, l'histoire ne se répète pas et bégaye, les choses évoluent de manière très très rapide. Et vous avez vu comme par exemple le coronavirus qui vient complètement gâcher tous les plans, c'est particulièrement compliqué. Voilà, bien. Donc dans les cas comme ça, on s'est dit qu'aujourd'hui, il y a un aspect qui est très très important et qui va être très utile pour développer le concept de fidélisation de la clientèle. C'est quoi? C'est la technologie. Vraiment, on n'a jamais eu autant d'outils qui nous permettent en réalité aujourd'hui de mieux connaître et de suivre le client en temps réel. Le nouveau paradigme aujourd'hui de satisfaction de la clientèle, ou en tout cas de fidélisation de la clientèle, c'est de travailler sur la base de la technologie. C'est pas pour rien que aujourd'hui nous sommes sur Facebook, nous ne payons rien pour ça. Bien sûr, Facebook nous le donne, je veux dire Google, enfin bon, tous ces gens, il y a énormément d'applications qu'on télécharge sur le App Store, sur le Play Store, sur d'autres choses, sur l'ensemble de ces gens-là qui nous donnent des applications gratuites. On se dit, ok, c'est gratuit, c'est gentil. Non, c'est pas des applications gratuites. Vous savez que souvent, qu'ils vous le demandent ou pas, ils vous suivent. Ça, ils suivent vos comportements d'achat. Et ça, c'est très, très important. Voilà. C'est pas pour rien aujourd'hui aussi que la plupart des entreprises font du marketing digital. C'est très important pour eux d'avoir une plateforme Internet pour attirer les clients, soit dans le community management, c'est-à-dire on vous amène à aller discuter directement en live, en disant exactement ce que vous voulez, sans modération, sur par exemple les communautés virtuelles, ce qui nous permet de vous connaître et de voir l'évolution, d'accord? Ou bien on va aller mettre en place des boutiques virtuelles aussi qui nous permettent de vous amener à venir visiter, faire vos choix, etc. Ça nous permet non seulement de suivre individuellement les choix de chacun, mais un autre aspect, c'est que ça nous permet de lancer des chevaux de Troie, ou en tout cas de pouvoir vous suivre même en déconnexion. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, bien. Vous avez vu que il y a 2 ans, je crois, ou 4 ans plutôt, l'enjeu essentiel de la campagne américaine aux États-Unis, Facebook était au centre de tout ça. Parce que tout simplement, autant les compagnies qui font des sondages, c'est vrai qu'ils font des sondages de très très bonne qualité, mais il y a un sondage qui est de 1000 fois meilleure qualité. C'est les sondages à partir des données réelles collectées sur notamment les clients. Voilà. Et vous savez qu'en termes de collecte de données clients, vous avez 2 types de données. Vous avez ce qu'on appelle les données comportementales, notamment donc et les données déclaratives. Les données déclaratives, elles sont pas très très fiables. Voilà, je peux dire voilà, je veux faire ça, c'est ce que je fais, etc. Vous n'en savez rien, ça peut être vrai ou ne pas vrai. Par contre, les données comportementales, c'est les données qui résultent d'un comportement réel du client. Par exemple, il est allé voir tel site, il a choisi tel produit, il a passé X nombre de temps sur tel produit, il est revenu, il a posé des questions, etc. Et tout ça, c'est assez intéressant. Voilà. Vous voyez quelquefois, si ça vous arrive certainement, quand vous visitez certains sites de vente en ligne, vous allez visiter, vous regardez un produit, vous cliquez même pas là-dessus. Hein, voilà, vous regardez, vous passez, vous revenez, vous regardez. À la limite, quand vous fermez le site, vous partez, vous recevez un mail qui va quelquefois sur votre spam, mais quasiment vous recevez un mail qui va vous dire oui, mais il y a une offre spéciale sur tel produit. Voilà. Donc ces gens qui font ça, ils vous suivent. Et justement, l'idée, c'est de dire, on va essayer en temps, non plus de temps en temps, mais en temps réel, de savoir 2 choses. Qu'est-ce qui est décisif pour vous, hein? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est de la valeur pour vous. Donc, c'était pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui veulent vraiment réussir, qui veulent suivre leurs clients, qui veulent vraiment y aller en tout cas dans une dynamique d'enthousiasme continu des clients, doivent aussi prendre en charge cette dimension aujourd'hui numérique, cette dimension digitale qui est devenue une dimension incontournable pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et vous avez vu que il y a aujourd'hui un autre aspect qui est un autre enjeu encore 1000 fois meilleur, c'est l'Internet des objets. De plus en plus maintenant, tout est vraiment sur Internet. On va vous donner, je sais pas, la domotique par exemple, permet d'avoir des outils qui savent quand est-ce que vous fermez votre maison, quand est-ce que vous ouvrez, qu'est-ce que vous mangez pas, etc. Vous avez vu tous ces produits connectés, notamment de Google ou d'Amazon, etc., qui en réalité sont un peu des produits qui vivent avec vous tous les jours et qui permettent de tracer votre vie et de personnaliser vraiment sur mesure, c'est du vrai sur mesure, de vous donner des produits sur mesure. Donc, vraiment, quelle que soit la percutance de votre marketing,
quelle que soit la qualité de vos produits et de vos services, il faut vraiment se rappeler que l'enjeu de la fidélisation de la clientèle, c'est aussi un enjeu numérique, c'est d'une importance capitale. Ça, je voudrais vraiment le rappeler. Voilà, bien. L'autre aspect maintenant, c'est peut-être de discuter de ce que c'est que la fidélité. Voilà, bien. Il y a énormément de définitions de ce que c'est que la fidélité. Vous savez que les auteurs sont généralement très smart, quoi. Ils ont des définitions vraiment tellement relevées que bon, quelquefois c'est très compliqué, mais c'est pas méchant, on va quand même en donner une définition. Mais je voudrais personnellement, en tout cas sur mon expérience personnelle et de manière très simple, vous donner une excellente définition de la fidélité. La fidélité, c'est quand il y a ce qu'on appelle un lien d'interdépendance. C'est ça. Quand il y a un lien d'interdépendance, la fidélité est établie, quelle que soit la relation. Hein, que ce soit une relation commerciale ou non commerciale. Voilà, bien. Quand il y a un lien d'interdépendance, il y a une fidélité. Voilà. J'ai bien apprécié, malheureusement je l'ai pas mis, voilà. J'ai bien aimé cette belle chanson du jeune Nangolo, je crois, qui était un grand chanteur aussi, voilà, qui disait « Monumala Bayi », c'est-à-dire je peux pas me passer de toi, mais autant Monuloma Bayi, tu peux pas te passer de moi. Quand cette relation existe, que toi tu peux plus te passer de ton client, parce qu'il est important pour toi, et que le client se dit « je ne peux plus me passer de ce fournisseur, sinon je vais peut-être me perdre », quand ce sentiment-là est établi d'un côté et de l'autre, on dit qu'il y a notamment une fidélité. C'est vraiment ça, la définition la plus simple et la plus compréhensible et la plus commune de ce qu'on appelle le concept de fidélité. Voilà, bien. Par contre, on peut quand même regarder certains concepts qui ont été proposés, enfin, du moins quelques définitions qui ont été proposées, parce que la fidélité a été appréhendée de deux manières, selon notamment une approche comportementale et une approche attitudinale. J'avais parlé la dernière fois de l'approche comportementale en disant que beaucoup d'entreprises comprennent les programmes de fidélité comme des programmes de promotion continue. Ça, c'est une approche comportementale. Voilà. D'autres vont plus jouer sur deux facteurs importants, c'est les facteurs psychologiques et les facteurs affectifs. Et vraiment, je crois que c'est l'approche la plus durable et la plus répandue aujourd'hui où on parle de l'effet waouh. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, déjà, Cobby et Kahner définissaient la fidélité comme une réponse comportementale biaisée, c'est-à-dire non aléatoire, exprimée dans le temps par une entité de décision considérant une ou plusieurs marques prises dans un ensemble en fonction d'un processus de décision. Voilà. Je peux répéter rapidement, c'est vrai que je parle vite. La fidélité est définie comme une réponse comportementale biaisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naturelle, elle est donc non aléatoire, exprimée dans le temps par une entité de décision considérant une ou plusieurs marques prises dans un ensemble en fonction d'un processus de décision. Voilà, bien. Alors, cette approche est une approche comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fidélité est le fruit de la répétition d'un comportement. Et la répétition de ce comportement-là n'est pas naturelle chez l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des insights qu'on va mettre, on va pousser l'individu à en fait adopter un certain comportement grâce à la répétition de ce comportement, ce qui va faire qu'il va se sentir confortable dans ce comportement. Ça, c'est l'approche attitudinale, l'approche comportementale. Voilà, bien. Alors, justement, beaucoup d'entreprises ont utilisé ces méthodes-là pour fidéliser les clients, par exemple, notamment, c'est, comme je le dis, c'est le cas des programmes de fidélité, où on va biaiser le comportement du client en lui disant, OK, plutôt que en fait d'acheter une fois et partir, on va essayer de créer chez les clients un comportement de réachat de sorte qu'il soit attaché à notre produit ou à notre marque. Voilà. Je l'ai dit j'ai donné la dernière fois beaucoup d'exemples, mais je peux revenir là-dessus. Voilà. Quand par exemple quelqu'un dit, OK, moi je vends par exemple, je sais pas, des mangues. Excusez-moi, je n'ai pas d'idée en tête. Je vends des mangues, il veut satisfaire il veut fidéliser sa clientèle. On peut leur dire, OK, vous venez cette fois-ci, quand vous achetez, sur le mois, si vous achetez par exemple 10 kilos de mangue, ben, on va vous donner par exemple 5% ou en tout cas 1000 francs ou 2000 francs de bons d'achat, des trucs comme ça. Quand vous faites le mois prochain, si vous faites le même achat dans la même quantité, on va vous donner tel avantage, etc. Ce qui va faire que le client, lui, en achetant chez un fournisseur ou chez une entreprise particulière, ne le fait pas parce qu'il aime ses produits particulièrement, enfin, pas parce qu'il a une préférence, je crois que c'est le mot, pas parce qu'il a une préférence pour l'entreprise, mais tout simplement parce qu'il regarde en fait l'avantage lié au renouvellement de son comportement d'achat. Voilà. Donc, dans ce cas, le renouvellement de l'achat est un comportement biaisé, c'est pas un comportement naturel, c'est un comportement induit
par un avantage qui a été proposé. Voilà, bien. Mais, en tout cas, j'ai jamais été réellement très satisfait ou en tout cas très convaincu par l'approche comportementale. Voilà, c'est le Google Assistant qui pense que je lui parle. Google, je te parle pas du... Je vais taire son nom, il ne va plus me parler, excusez-moi. Voilà. Bien, donc je disais que l'approche comportementale n'est pas une approche forcément très pertinente pour une raison très simple. Parce que si moi je dis à celui qui achète des mangues chez moi, si tu achètes 10 kilos, à la fin du mois, je te fais un bon d'achat ou un bon de mangue de 2000 francs. Un concurrent arrive et dit, OK, moi si vous achetez 10 kilos, ben, je vous fais un bon de 3000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? L'individu qui n'est focalisé que sur les avantages et non sur qui n'achète pas par préférence pour le produit, par vraiment conviction énorme, par enthousiasme, mais il achète tout simplement parce qu'il y a un avantage. Si un concurrent lui propose un avantage supérieur, ben certainement il va aller vers notamment le concurrent qui offre un avantage beaucoup plus important. D'autant plus qu'un concurrent peut tout simplement, pour vous faire la guerre, racheter en fait les points que le client a eu chez vous. Ça, je peux dire, si vous allez acheter chez Lai Bambasek les mangues, si vous avez là-bas par exemple des bons de 30 000 francs, en venant chez moi, ben moi, non seulement je garde ces bons 30 000 francs, mais je vous donne en plus moi aussi tous les mois 3 000 francs. Donc, et ça, le client va partir. Donc, l'approche comportementale n'est pas une approche, en tout cas, particulièrement pertinente pour pouvoir garder du moins les clients, en tout cas, les fidéliser dans le long terme. Voilà. Sans compter maintenant ce problème énorme du fait que, comme on est focalisé sur le réachat uniquement, on ne regarde pas en fait l'évolution de l'environnement. Et ça, c'est un point très important en fidélisation. On ne regarde pas l'évolution de l'environnement, l'évolution de l'offre, l'évolution des comportements, etc. On ne regarde pas ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'un concurrent va venir avoir une offre beaucoup plus attractive. Et ce qui va faire que le client, quelquefois, il va se dire, bah, écoute, il apporte un plus largement important qui pour moi est plus important que l'avantage que l'autre me donne. Et il va aller parce qu'il y a une offre beaucoup plus adaptée. Voilà. Donc réellement, je crois qu'il est très important de se dire que c'est important de donner des cadeaux aux clients, mais ne pas uniquement s'apitoyer sur le cadeau ou en tout cas se focaliser sur le cadeau. C'est une approche qui, en tout cas, ne marche pas très bien. Voilà. Je vois que beaucoup d'entreprises le font parce que généralement, tout le monde se dit les consommateurs, ils aiment les cadeaux, C'est vrai, il n'y a pas que les consommateurs. Tout le monde aime les cadeaux. Le cadeau, c'est un exhaustif, c'est un rehaussant. Tout le monde aime un cadeau, c'est absolument clair. Voilà. Mais à quel prix? Nous tous, nous ne prenons pas tous les cadeaux et vous savez ce dont je parle. Voilà. Donc, il est important peut-être d'aller sur des facteurs largement plus importants que seulement de donner un cadeau. Voilà. Bien. D'où l'idée de se dire que pour garder les clients, il faut changer de paradigme. Ne pas se focaliser sur les comportements, uniquement sur les comportements, mais avoir une vue beaucoup plus globale. La vue globale, c'est quoi? C'est partir sur la psychologie du client. C'est très important. L'analyse qui avait été faite par Labich et Steiner, notamment, sur la hiérarchie des effets, parce qu'il n'y a pas que les Haïda et Dagmar, il y avait aussi Labich et Steiner, ils avaient montré comment est-ce que les clients, en ayant à chaque fois une satisfaction, un enthousiasme, un attachement, il va aller vers ce qu'on appelle une annihilation. Il va en fait tout simplement annihiler son choix. C'est-à-dire que il va être à un moment où il va avoir ce qu'on appelle l'inertie. Voilà. C'est-à-dire que le client, il ne va plus chercher à choisir à gauche ou à droite. Il va se dire, ces gens, ils sont tellement bien occupés de moi que je ne chercherai plus un autre fournisseur. À chaque fois que j'ai envie d'acheter un produit ou un service, je l'achète exactement chez mon fournisseur habituel. Donc ça, il y a réellement une inertie qui va faire que le client ne va plus faire de choix. Pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est ça l'idée, psychologiquement, affectivement, il se dit, il n'y a pas meilleur que vous. Et donc, réellement, il est dans cette dynamique. Voilà, bien. Alors, l'approche attitudinale s'appuie sur 4 facteurs très importants qu'il est peut-être intéressant de connaître ou de comprendre. Voilà, bien. Le premier facteur, donc, notamment, c'est de se dire que l'attitude à l'égard de la marque conditionne le choix, d'une part, et d'autre part, la satisfaction envers la marque renforce l'attitude puis la fidélité. Voilà. Donc la fidélité s'ancre essentiellement sur la qualité délivrée aux clients et sur l'écart positif entre l'évaluation post-achat ainsi que les attentes. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, si vous voulez uniquement satisfaire, vous risquez pas d'y aller. Si vous voulez gagner, allez vers l'effet wow. Allez vers ce qu'on appelle l'enthousiasme du client. Travaillez à ce que le service ou le produit offert délivre au client un sentiment, un vécu, une expérience largement supérieure à ce qu'il attendait.
Et si notamment cette expérience positive, cet écart largement positif entre ce qu'il attendait et ce que vous lui avez donné se multiplie, quand ça se répète, ce qui va se passer, c'est que le client va se dire, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, je vais aller là-bas. Voilà, hein. Ça me rappelle toujours une petite publicité d'une marque française, c'était dans les années 90, ça fait très très longtemps, où notamment le slogan, en tout cas la signature publicitaire, c'était « Pourquoi demander plus quand on a déjà tout ?» Donc ici, l'idée, c'est ça. C'est de dire au client, je vais te donner tout, ce qui fait que tu n'auras pas besoin, d'aller chercher plus. Voilà, bien. Un autre aspect important dans l'approche attitudinale, c'est notamment la relation entre l'entreprise et le client basée sur la confiance et l'engagement. C'est très, très, très important. Voilà. N'oubliez pas que la fidélité est d'abord une histoire la satisfaction déjà, est d'abord une histoire de sentiment. L'enthousiasme est un sentiment. L'insatisfaction est aussi un sentiment. Donc, tout part de sentiment. Et le sentiment, il n'est pas concret, c'est quelque chose qui est complètement virtuel, notamment. Donc, c'est un ressenti. Et non seulement c'est un ressenti, mais c'est quelque chose qui n'est pas global, c'est pas standardisé. Chacun a son propre ressenti, comme le disaient Aiguier et Langeard. C'est une expérience temporelle vécue individuellement par chaque client. Chacun vit cette expérience-là de manière individuelle. Et bien sûr, l'expérience est aussi renouvelée ou en tout cas réévaluée à chaque contact avec notamment la clientèle. Voilà. Bien. Donc, pour satisfaire, pour du moins fidéliser, le premier point à gérer, c'est la crédibilité de l'entreprise. C'est très, très, très important. Ça ne sert à rien de dire à vos clients, écoutez, je suis extraordinaire, je vais vous faire des rabais de 50%, vous allez voir, on va casser la baraque. Ça ne sert à absolument rien. C'est très important de s'engager sur des choses qu'on peut faire. N'essayez jamais pour gâcher des clients, pour du moins avoir des clients, se dire, OK, acceptons tout ce qu'ils veulent. Ça ne sert à rien. Le mensonge, le marketing, de manière globale, ne s'accommode pas du mensonge. Je l'ai dit, redit, répété. Le marketing moderne ne s'accommode pas du mensonge. Quand quelqu'un dit qu'il fait du marketing et que c'est un menteur flagrant, il fait autre chose que du marketing, il fait peut-être de l'arnaque. Très sérieusement, ça, il faut que ça soit très clair. Parce que c'est simple. Si vous mentez à votre client et qu'il n'est pas satisfait, ben, il ne reviendra pas. Et non seulement il ne reviendra pas, mais il va en parler aux autres clients pour leur dire, n'y allez pas, c'est un menteur. Voilà. Donc, il ne s'agit pas aussi de dire la vérité, toute la vérité. Je l'ai dit, on n'est pas des juges. Voilà. On n'est pas aussi dans la mosquée ou à l'église. Voilà, bien. Mais il s'agit de s'engager sur les choses réalistes. C'est très, très, très important. Hein. Souvent, je le dis en matière de service, quand un client vous demande de la personnalisation, toujours regarder deux choses. Est-ce que ce qu'il me demande, si je le fais, ça me permet d'être plus rentable? Et deuxièmement, est-ce que je suis capable de le faire? Si vous n'êtes pas capable de le faire, ne le faites pas. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, travailler sur la crédibilité pour justement garder du point de vue de la clientèle ce qu'on appelle la confiance. C'est aussi simple que ça. La confiance, c'est dans l'esprit. C'est le fait de se dire, c'est quelqu'un qui à chaque fois respecte ses engagements. C'est pas pour rien que même en business plan ou en entrepreneuriat, on dit aux gens, ne faites pas des objectifs énormes. Faites des objectifs réalistes. Ça fait partie du SMART. Voilà. C'est comme dans votre plan, c'est comme dans le développement personnel, partout. On dit, faites des objectifs réalistes. C'est-à-dire apporter, que vous pouvez faire. Des engagements sur lesquels vous pouvez notamment avoir un gain ou en tout cas répondre exactement à ce que le client voulait. Voilà. Bien. Donc, cette crédibilité de l'entreprise qui engrange la confiance du client permet d'avoir déjà non seulement le facteur psychologique, mais aussi le facteur affectif. On aime quelqu'un, souvent c'est ça, on a effectivement un faible, un amour, un respect pour quelqu'un qui respecte toujours ses engagements. Et ça, c'est très important. Vous gagnez à la fois le facteur psychologique, mais aussi le facteur affectif, et ça renforce votre positionnement et bien sûr votre image auprès de votre clientèle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur lequel je voulais vraiment que vous fassiez très très attention. Voilà, bien. Donc, au-delà de cet aspect maintenant, toujours sur le même point, on a parlé justement de confiance et d'engagement, au-delà de cette crédibilité en termes de confiance, etc., il est important de bétonner cette relation à travers ce qu'on appelle un engagement. Beaucoup d'entreprises dans les années 2000, en tout cas 90 ça a commencé, mais surtout dans les années 2000, beaucoup d'entreprises ont commencé à développer ce qu'on appelle des chartes d'engagement client. C'est très important. Il
faut faire des chartes d'engagement. Je ne parle pas de normes de qualité, hein, ISO, tout ça, etc. Ça, c'est encore plus gros. Mais il y a des trucs très, très simples. C'est des chartes d'engagement. C'est de dire au client, voilà la charte sur laquelle nous nous engageons. Quand vous venez chez nous, voilà ce sur quoi nous nous engageons à faire. Et il ne s'agit pas de dire nous allons vendre un produit à tel prix, etc. Mais tout. Vous écoutez, vous comprendre, faire attention à vous, etc. Vous écoutez vous plaindre, etc. Tous les éléments relationnels, directs, individuels avec le client doivent être pris en charge dans la charte d'engagement satisfaction client. Et cette charte d'engagement satisfaction client, vous devez l'élaborer non seulement en connaissance des attentes principales et primordiales de la clientèle, mais aussi en connaissance parfaite de vos ressources et de vos moyens pour que les engagements ne puissent pas être des choses qui demain peuvent créer notamment de la déception auprès de la clientèle parce que justement c'est ce qu'on évite. Voilà. Bien. Un troisième point important dans l'approche attitudinale, c'est l'économie cognitive notamment. Donc c'est les travaux de l'économie cognitive qui disaient, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va faire que notamment, comme le disait Lavitch et Steiner, c'est tout simplement que l'individu, en ayant un feedback positif tout le temps, ça, quand je viens acheter chez vous, je suis heureux. C'est toujours, comme disait aussi une autre signature publicitaire, c'est toujours un succès. Je crois que c'est Uncle Banks, ils ont changé. Mais avant, dans les années 90, ils avaient une signature publicitaire. Uncle Banks, c'est toujours un succès. Voilà. Donc, cherchez ça. Si vous pouvez que à chaque client, chacun de vos clients, à chaque fois qu'il vient chez vous, vous dise c'est toujours un succès, c'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir. Si vous avez ça, vous pouvez garder votre client pour toujours. Et l'avantage, c'est que ça crée une inertie chez le client. C'est-à-dire, je fais un choix quand je ne suis pas sûr. Hein? Quand je dis, OK, je veux acheter, je sais pas moi, un yaourt, je vais dire, OK, il y a 5-10 marques de yaourt, lequel vais-je choisir aujourd'hui, et ce sera bon, et ce sera pas bon, etc. Mais quand, sur une marque de yaourt, vraiment, je suis satisfait, j'ai tout ce que je veux en termes de goût, en termes de largeur, de profondeur de la gamme, en termes de service, en termes d'écoute, en termes de marketing direct, de relations, tout ça, etc. Je me dis, mais ces gens-là, c'est énorme. J'ai même pas besoin de leur dire ce que je veux. Ils me donnent exactement tout ce que je veux. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée ce qu'on appelle une inertie. Ça, le client ne fait plus de choix. Ça va être le processus identification du besoin, choix. Ça ne va plus être identification du besoin, choix entre les différentes marques, achat. Ça va être identification, achat. On saute l'espace, du moins, on saute notamment l'étape choix des marques. Donc, il y a une inertie. Le client se dit, je suis convaincu que le meilleur, c'est celui-là, donc je vais aller directement choisir cette marque. Ça, c'est les travaux de l'économie cognitive qui montrent comment est-ce que, en travaillant sur la fidélisation de la clientèle, sur les facteurs affectifs, sur les facteurs psychologiques, sur la qualité de votre service, sur l'engagement, sur votre crédibilité, vous pouvez amener votre client à ne plus penser à une autre marque, mais à rester chez vous. Voilà. Et il y a une quatrième dimension très, très, très intéressante dans l'école de l'économie cognitive. Voilà, c'est les travaux notamment des économistes qui vont montrer que à un certain niveau, les clients, psychologiquement aussi, va travailler sur ce qu'on appelle les coûts de changement. Et ça aussi, c'est un aspect très important. Quand le client est vraiment fidélisé et qu'il est satisfait de ce que vous faites, ce qui va se passer, c'est qu'il va comprendre vos erreurs. C'est ça l'intérêt. Il va être beaucoup plus indulgent avec vous et ça, c'est absolument génial. Voilà. Ça va être que le client, quand il va avoir des problèmes avec vous parce qu'il n'a pas pu avoir le service client, parce que une fois vous n'êtes pas intervenu à temps, etc. Parce qu'il y a eu un couac en fait important, il va se dire, OK, si je laisse ce fournisseur qui me connaît, qui me comprend, qui est tellement adapté à moi, si je vais chez un autre fournisseur, combien de temps mettra-t-il à me comprendre? Est-ce qu'il sera prêt à mettre les mêmes ressources, la même attention que notamment mon fournisseur actuel? Non. Et il va se dire, en changeant de fournisseur, ça va me coûter plus cher. C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle relation où il faudra peut-être acheter beaucoup de choses, où il faudra peut-être que beaucoup d'écoute, il faudra beaucoup de rencontres, il faudra que je les rectifie plusieurs fois, etc. Ça va me faire perdre du temps. Je préfère rester ici, régler avec mon fournisseur ce problème pour qu'on puisse aller de l'avant. Et ça, c'est une chance énorme pour toutes les entreprises qui veulent fidéliser leur clientèle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'erreur est humaine. Et qu'il y a toujours ce qu'on appelle des choses imprévisibles. Le monde ne fonctionne pas comme un conte de fées. Voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Un accident, vous pouvez livrer à un client, un accident se passe, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais l'avantage, en tout cas, c'est cette approche de l'école du coût du changement, c'est de vous dire, vous avez toujours la chance de garder votre client. Comment? En étant proactif, mais en étant aussi réactif. Proactif, c'est quand vous avez des risques de problèmes,
d'avertir le client en amont pour lui montrer que vous avez concrètement un problème et que ça va retarder telle ou telle chose. Ça, c'est très important. Ça va diminuer son insatisfaction potentielle et ça crée notamment de la compassion de la part du client parce qu'il vous comprend. L'autre aspect, c'est la réactivité. Parce que quelquefois, vous ne pouvez pas avertir le client, le problème arrive tout seul. Et dans ce cas, l'idée, c'est d'aller d'abord s'excuser auprès du client, de reconnaître le problème, d'analyser avec lui le problème, poser très rapidement une solution que vous allez notamment exécuter avec lui afin de pouvoir aller très rapidement vers la conservation de votre client. Voilà, bien. Donc, je crois qu'on a vraiment touché les points clés, en tout cas, de notre discussion d'aujourd'hui sur la fidélisation. Voilà, j'ai pas regardé les commentaires. Je vais regarder un peu. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors il y a Amadou Sow. Bonjour Amadou. Voilà. Khalifa, bon, le grand professeur. Je suis très fier de vous. Ma grande sœur Anne-Marie Fall, qui est énorme cette femme. Voilà. Voilà, Eddie Amin, je vous remercie, je vous salue. Le grand Matar Tchao, grand mercaticien. Cheikh Omar Saoudani, je vous remercie beaucoup. Voilà. Ok, il y a Matar Ama, ça c'est vraiment la jeune relève qui est géniale. Voilà. Aboubakar, ça je crois que tu l'avais salué, je te resalue aussi, c'est un plaisir de te voir, tu es vraiment quelqu'un de très engagé, je voulais dire vraiment toute ma sympathie et mon respect pour tout ce que tu fais, non seulement pour Marketing TV Monde, mais pour la jeunesse, voilà. Magat, vraiment, je vous salue aussi, voilà, Paul Bougnoul, ça c'est génial. Alors, il y a Jamila Diallo, voilà, Jamila, une grande amie, je crois aussi de matin, que je salue, il y a Zema, Laïbomba, Café Biagne. Effectivement, Café Biagne, c'est un gros problème, voilà, mais bon, on va trouver une solution. Martar qui dit que pour les mariés, c'est une action tous les jours. Ben, Martar, toi, tu fais du marketing. Je crois que tu sais très, très bien de quoi on parle. On a déjà fait ensemble ces cours-là. Et je crois que tu es très, très bon dans la fidélisation. Ça, voilà. Je dis généralement que les gens du marketing, les gens qui ont fait marketing, hommes ou femmes, ils doivent être excellents dans ces types de relations, si bien sûr aussi ils ont des partenaires qui valent la peine tous ces efforts. Voilà, bien. Merci beaucoup Babacar Coulibaly qui est en train de monter une très très grande association des agences et des spécialistes de la communication. C'est un de mes anciens étudiants, il est extrêmement percutant. J'espère que tu viendras un jour partager aussi tes expériences. Tu es un grand coach, un grand leader et je suis très fier de toi. Voilà. Sophie, voilà, j'ai pas vu les Ngalak et tout, donc, mais en tant que tout couleur, je vais te faire un grand cadeau, voilà. Khalifa, donc, qui me dit que selon l'approche, alors, c'est la résultante d'une inertie dans les comportements ou habitudes et ce n'est pas la conséquence d'une réelle préférence pour une marque. En fait, dans l'approche comportementale, et c'est ce qui est justement corrigé dans l'approche attitudinale. Merci beaucoup, Khalifa. Voilà, bien. Khadinian Diagne qui dit qu'il faut être transparent avec ses clients. Oui, il faut être très transparent avec ses clients, mais attention, c'est comme je l'ai dit, la transparence a des niveaux. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais là, comme l'enseignement, la communication est une répétition, on va quand même le répéter. Voilà. On n'est pas dans la vérité biblique, ni dans la vérité coranique, ni dans la vérité judiciaire. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a des choses que le client doit savoir et il y a des choses que le client ne doit pas savoir. Ne dites jamais à vos clients vos contraintes internes. Ça c'est un problème. Beaucoup de gens, par exemple, je prends un tailleur, par exemple, qui va dire oui, mais j'ai un apprenti, il m'a trahi, il est parti voir sa femme, etc. Le client s'en fout et ça n'a rien à voir. Et vous dévoilez aussi un aspect négatif de votre activité qui va faire que non seulement le client n'est pas content, mais en plus, il va se dire qu'est-ce qui m'a emmené chez Donc la transparence, c'est vraiment à des niveaux. La transparence, c'est de pouvoir, dans le cadre de la relation entre le client et de l'objet de la relation, être le plus transparent possible. Mais sur le back-office, je crois que réellement, vous pouvez essayer de trouver l'approche de communication la meilleure pour ne pas dévoiler certaines informations qui sont des informations internes que le client ne devrait pas connaître. Voilà. Donc ça, c'est un aspect que j'apporte sur l'aspect transparence qui est lié à la crédibilité et à la confiance. Voilà. Bien. Donc, il y a Pape Ababakar qui dit que la fidélisation des clients est à la fois la stratégie la plus performante et la moins utilisée dans le monde des affaires. En plus de booster les bénéfices, elle offre tant d'autres avantages et opportunités que les nouveaux clients peuvent tout simplement pas vous offrir
Voilà tout ce que vous devez savoir sur ces stratégies et comment l'utiliser dès que possible. Voilà, bien. Voilà, je crois que des approches de fidélisation. J'espère que mon jeune Gora, celui-là, qui est excellent, pourra vraiment la prochaine fois faire un live sur le CRM, parce que tout ce dont vous êtes en train de parler là, Babacar, est vraiment résolu par l'approche du CRM. Hein. Voilà, je voulais le traiter, mais je crois que je vais le laisser à Gora. Il est important qu'on laisse les jeunes montrer qu'ils sont 1000 fois plus talentueux que nous. Nous sommes encore un peu vieux, voilà, on est derrière vous, on vous suit, mais surtout on vous pousse pour que vous puissiez vous aussi créer des émulations et créer une génération de jeunes qui va faire sortir l'Afrique de l'ornière. Nous, on ne le peut plus, ou en tout cas, on n'est pas très bon pour ça. On préfère vous pousser pour que vous puissiez notamment renforcer la fierté de l'Afrique pour que l'Afrique soit plus respectée ailleurs, et vous commencez très très bien le job. Voilà. Donc Jamila, merci beaucoup. Le grand Doudou Ndiaye, voilà, le grand expert que je salue. Abdoulaye Ndiaye, la fidélisation, voilà, la fidélisation en temps de crise, comment l'entreprise doit se comporter. La fidélisation en temps de crise ou pas de temps de crise, c'est pas un problème. C'est comme l'a dit Babacar, la fidélisation, c'est une stratégie. Voilà, bien. Maintenant, le problème de la fidélisation en temps de crise ne se pose pas. Ce qui se pose en réalité, c'est le problème notamment de la gestion des crises. C'est très, très, très important. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal avec le Covid et qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on ne fait pas de la gestion de crise. Je ne parle pas de communication de crise. Hein. La communication, c'est juste un aspect. Je parle de gestion de crise. Une entreprise qui fonctionne doit comprendre que les crises sont inhérentes à son fonctionnement. C'est très important. On doit savoir que dans l'environnement, il y a des facteurs que l'on maîtrise et des facteurs que l'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi les bonnes entreprises ont ce qu'on appelle des manuels de gestion de crise. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des scénarios de crise potentiels et derrière maintenant, ils se disent quand une crise X vient, comment est-ce que nous allons la gérer? Maintenant, la crise peut être différente, mais peut-être qu'il y a déjà une approximation sur la base de laquelle on avait travaillé et qui nous permettra maintenant de nous adapter. Et c'est notamment cette gestion prévisionnelle des crises qui permettra d'adapter à la fois votre offre, votre marketing, votre fidélisation, votre communication, tout ce qu'il faut. Voilà. Beaucoup d'entreprises ont des manuels ou en tout cas qui permettent vraiment d'anticiper pas seulement la communication, pas seulement la fidélisation, mais la gestion d'une crise. Voilà. Ça, c'est très connu dans l'armée. Beaucoup d'entreprises le font, hein, mais c'est vrai que chez nous, c'est pas, peut-être qu'on n'est pas des très grosses entreprises ou qu'on n'est pas très focalisé sur ça. Mais quand vous voyez le cas de l'armée est très en avance là-dessus. Vous entendez souvent, par exemple, des manœuvres militaires entre la France ou les États-Unis et les armées africaines, etc., sur, par exemple, beaucoup de problèmes, notamment les prises d'otages en mer, que ce soit sur notamment les prises d'otages, etc. Tous ces trucs-là, vous voyez qu'ils font des... Pourtant, il n'y a pas de problème, mais en temps de paix, ils travaillent justement sur la guerre en travaillant sur les scénarios possibles ou potentiels de crise, ce qui leur permet de se préparer et de pouvoir faire face. Voilà. Maintenant, quand la crise arrive, c'est vrai qu'on s'était préparé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste s'adapter, notamment s'ajuster au problème qui est posé. Voilà, bien. Est-ce que l'enjeu numérique tend à prendre le dessus sur le physique? Très sérieusement et personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime dire, enfin en tout cas mettre en opposition un aspect et un autre. Voilà. Dans l'approche marketing, on utilise tout ce qui est à notre disposition comme ressource pour pouvoir gagner. C'est ça l'enjeu. Voilà. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et le principe du marketing, c'est le principe de la localisation. Il faut très très bien le comprendre. Voilà. Je crois que quand en marketing international, les gens disaient ouais, il y a des partisans de la globalisation, des partisans de la localisation. Percy Barnevik, l'ancien boss de ABB, disait think global but act local. Parce que le principe même du marketing, c'est de s'adapter. Voilà. Maintenant, quand un client, lui, il est plus contact physique, privilégions les contacts physiques. Quand un client est plus contact digital, privilégions les contacts digitaux. Voilà, je crois que c'est simple que ça. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Le marketing est très très souple. On n'est pas dans les théories fondamentales. On n'est pas dans les sciences exactes, dans les théories fondamentales. Non, on est une discipline qui s'adapte au jour le jour. C'est pourquoi on échappe un peu, notamment aux autres disciplines de la microéconomie qui sont assez stables, comme la comptabilité des finances, etc. et tout. Nous, on a une mutation beaucoup plus rapide parce que justement, on travaille au jour le jour face à un environnement qui progresse de manière extrêmement rapide, ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, de l'instabilité de l'environnement. Voilà, bien.
Donc, bonjour Odette, voilà, je crois que Paul Bougnou, le fait de connaître l'attente des clients est un atout pour fidéliser, c'est la base, parce que j'ai dit que fidéliser, c'est même pas satisfaire. La satisfaction, c'est un minimum. Pour fidéliser les clients, je l'avais dit la dernière fois, il faut d'abord aller vers notamment l'enthousiasme des clients. Travailler sur notamment l'expérience du client, travailler sur le parcours du client et travailler pas seulement l'individualisation qui est un aspect important, mais ce qui permettra de gagner, c'est vraiment la personnalisation. Voilà, les concepts de one-to-one et tout ça, etc. ont bien mis en évidence ces choses-là. J'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. Certainement que j'en parlerai la prochaine fois. Voilà, bien. Donc je prendrai aussi peut-être le mardi prochain ou le mardi d'après, je vous présenterai un petit exposé sur notamment l'accueil dans les structures de santé. Nous avons eu l'immense honneur d'offrir notamment en hôpital, notamment l'hôpital polyclinique, nous avons eu l'immense honneur, pour nous c'est un honneur, de leur offrir une formation en accueil dans les infrastructures de santé. L'avantage pour nous, c'était vraiment d'aller découvrir un peu ce milieu-là, de leur montrer aussi notre solidarité. C'était juste avant le début de la pandémie au Sénégal, je crois que c'était au mois de mars, mais la pandémie était déjà là. Et il était important qu'ils sachent que tous les segments de la société sont avec eux, donc on leur avait offert gratuitement une formation. Ça nous a permis, nous aussi, de beaucoup apprendre d'eux, de faire des simulations pour voir réellement leur vécu. Et je voudrais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après discuter un peu de ce thème pour deux choses. D'abord, pour peut-être rappeler quelques éléments que nous avons discutés et que d'autres personnes qui sont dans la santé peuvent prendre à leur compte, mais ça me permettra aussi de sensibiliser ceux qui fréquentent les hôpitaux. C'est très très important que d'un côté comme de l'autre, on puisse s'améliorer pour que le service puisse être le service le plus abouti, parce qu'il y a une chose que nous savons tous ici, c'est pas seulement au Sénégal, c'est dans tous les pays en développement, c'est que les moyens de l'État, les moyens qui sont mis à la disposition des hôpitaux ne sont pas les moyens les plus adéquats possibles. Donc il est important que chacun fasse preuve de compréhension et qu'on se batte sur la qualité du service pour que le succès soit au rendez-vous. Voilà. Vraiment, je vous remercie énormément pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai des questions. Je crois que j'ai pas eu de questions. Voilà. D'essayer toujours de gagner beaucoup plus, voilà, bien. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention, pour le temps que vous m'avez consacré, voilà. Je vous conseille de suivre énormément les jeunes, que ça soit Matar, que ça soit Ibrahim Ognon, qui a travaillé la dernière fois sur le Pestel, c'était énorme, que ça soit Amadou Niang, qui est extrêmement bon, Laïban Bassek, lui, il y va avec un cœur énorme, vraiment. Je parle pas de Djabi qui hier a dû vraiment cesser tout ce qu'il faisait pour s'y faire. Zofoot, il est un peu free, mais je crois qu'il est de cœur avec nous, il fait des replays et je crois qu'il reviendra bientôt. Je salue tous les profs seniors, Monsieur Thiam, Monsieur Sek qui est passé tout à l'heure, etc., qui auraient pu se dire, j'ai pas ce temps, j'ai pas de temps à perdre, parce que c'est des gens qui, au niveau où ils sont, n'ont plus rien à prouver. Mais ils viennent appuyer, ils viennent partager avec les jeunes. Et ça, c'est de la générosité. Et quand il y a un engagement citoyen, ça, c'est un engagement citoyen extrêmement fort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux dans l'engagement citoyen. On peut être dans les manifestations, on peut créer des partis politiques, on peut faire des marches. À mon avis, tout ça, c'est très bien. Mais ça aussi, capacité, partager son savoir, aider à pousser gratuitement. Ça, je crois aussi que c'est un aspect très important. Je voudrais les remercier et les féliciter pour cette grandeur, notamment d'âme, et cette grandeur absolument énorme. Voilà. Je vous remercie. À très, très bientôt. Ne partez surtout pas, restez sur Marketing TV Monde. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et une très très belle semaine. Merci beaucoup.